tout le monde, une nouvelle histoire très intéressante qui s'est mal terminée malheureusement. Mal terminée pour ce monsieur. Comme quoi dans les histoires ufologiques il peut y avoir un danger. Je pense que ça va de la logique. Hein, bon, il peut y avoir quelque chose d'énorme, hein, potentiel, je veux dire. Malheureusement quand on parle de mort. Bon. Est-ce que je pense que c'est un lien avec ça. Logiquement c'est par hasard. Il n'y a pas de coïncidence. Pour moi. Trénal, dans le Jura, le 5 mars 1971, à 1h10 du matin, monsieur Gilbert Camus, radioélectricien. RR3, le dossier des rencontres du troisième type en France. Un très très grand livre. Évidemment, à la fin, je mettrai une illustration. J'essaie de retrouver des rapports de description de l'époque de 1971, des dossiers, je veux dire, des journaux, des articles. Logiquement, je dois retrouver, sinon il y aura peut-être une image ou deux, mais c'est pas grave. Bon. Alors, oui, là, c'est beaucoup moins marrant. Trénal, dans le Jura, 5 mars 1971, 1h10, monsieur Gilbert Camus, radioélectricien. La nuit est très claire, la lune se couche à 4h27 au méridien du lieu, et très froide, la température avoisinant moins 20 degrés. Monsieur Camus, radioélectricien à GVNG, possède un second magasin à Savigny, Saône-et-Loire, à 11 km de son domicile. Il fait 4 fois par jour le trajet sur cette partie de la D30 qu'il connaît parfaitement. Il vient de passer le village de Trénal, la route est accidentée mais droite sur 1 km avant d'atteindre un petit bois à l'entrée duquel fait une légère courbe. Alors comme vous allez entendre, enfin, surtout les créatures, ce que c'est, avec des crinières, un lion, et oui. Rien de particulier n'attire ce soir-là l'attention de monsieur Camus, qui roule selon ses dires entre 100 et 110 km/h, 70 km/h après vérification sur les lieux de l'enquêteur du maire dans la nuit. La route est durcie par le gel, mais elle n'a pas de neige, cependant sur les bords subsistent des bourrelets laissés par le chasse-neige. Une heure intense au loin attire l'attention de monsieur Camus, ça commence. Déjà, bon, après, malheureusement, au fil des années, ça s'est dégradé, sa santé. Il attribue à l'éclairage public de condamine. Il réalise très vite que cette lumière se situe avant du bois sur sa droite. En avant du bois sur sa droite. Il continue de rouler et s'approche du lieu où se situe la source lumineuse. À ce moment, il constate qu'il ne s'agit pas d'une source de lumière unique, mais de 8 rectangles de teinte bleutée comme fluorescent. Ça commence fort. Le gros côté de ces rectangles est parallèle au sol. Les 8 rectangles bleutés sont surmontés d'une sorte de dôme d'apparence métallique ayant vaguement la forme d'une demi-sphère, bien qu'un peu aplatie, en anse de panier, A-N-S-E. Les dimensions sont estimées à 8 mètres de haut sur 15 mètres de large, ce qui est quand même costaud. Le témoin arrive à la hauteur du 3e arbre, compté à bord partir du bois, et là, derrière cet arbre, il voit 3 êtres étranges semblant l'attendre. 3. Il grimpe l'accotement du fossé qui mesure à cet endroit 50 cm à 4 pattes. La peur saisit M. Camus lorsqu'il aperçoit dans le pré une vingtaine d'autres êtres qui paraissent de la même espèce. C'est-à-dire qu'il y avait une vingtaine d'autres êtres comme eux, de la même espèce. Il y en avait des extraterrestres, hein, j'imagine le truc. Bon. Comme il cherchait... Ah, attendez. Certains sont debout ou presque, les autres marchent à 4 pattes, comme s'ils cherchaient quelque chose au sol. Le témoin les qualifie d'animaux. C'est pour ça que je pense aux loups-garous, tout ça, hein, comme à Skywalker. Il y en a qui cherchent toujours d'où ça vient le loup-garou. Bah, faut pas chercher, c'est pas compliqué à chercher. Hein. Ils font ce qu'ils veulent, hein, tous ces extraterrestres. Ils peuvent faire voir n'importe qui, n'importe quoi, même une célébrité pour le faire. Hein. Ça, j'ai toujours dit. Hein. Et il y en a souvent, ils disent les loups-garous. Bah non, les loups-garous, ça vient pas de la même dimension, c'est tout, c'est comme ça. Faites des recherches sur Skywalker Ranch, j'ai déjà fait des vidéos. Les loups-garous, tout ça, ça vient d'une autre dimension. Hein. Même des loups géants, même des Bigfoot. Hein. Mais bon, à part ça, c'est des loups-garous, c'est... Ouais, bon. Enfin bref, comme s'ils cherchaient quelque chose. Le témoin les qualifie d'animaux, tout leur aspect est étrange. Ils sont de teinte marron, presque d'animaux, tant leur aspect est étrange. Ils sont de teinte marron, presque noir, comme Tani. Leur tête a l'aspect de celle d'une fourmi, c'est-à-dire un lobe arrondi, encadré de 2 autres lobes gonflants comme des joues. Leur taille est celle d'un lion. Alors on pense aussi à la bête du Gévaudan, sur le coup, hein, qui te dit que c'était pas une créature qui venait d'ailleurs, hein, guidée ou téléguidée par des grilles ou des reptiliens. Allez savoir. Le témoin passe devant eux sans noter de bruit
audible, tenant compte du bruit du moteur de son véhicule. Il vient tout juste de dépasser les aides qu'une énorme lueur emplit sa voiture. En regardant par le rétroviseur, il a le sentiment qu'on lui tire dessus à bout portant. Dès cet instant, le sentiment de peur qu'il éprouve disparaît. Il a le temps de constater que certains êtres dans le pré semblent de plus petite taille et qu'ils ont les bras au sol. J'imagine le truc, à qui traîne par... Bon bref, j'imagine le truc. Une sensation nouvelle l'envahit. À partir du moment où il a été atteint par le rayon lumineux, il n'a plus du tout conscience de ce qu'il fait. Sa 404 Peugeot continue à rouler. Il a l'impression qu'elle avance seule, qu'il est impossible de le diriger et d'éviter un accident. Malheureusement, le rayon lumineux, c'est ce qui va causer dégâts. Hein. Au fil des années qui vont suivre. Tout se passe comme si une panne d'allumage paralysait son véhicule, qui avance à 20 km/h, quoiqu'il soit resté en 4e vitesse. Monsieur Camus remarque que sa voiture vient de subir une rapide décélération, mais il n'en était pas affecté comme cela aurait été le cas dans un freinage brusque. Le bois est éclairé par la même lumière blanche ou bleu pâle qui, venant par l'arrière, a frappé sa voiture. Il s'aperçoit que le capot de son moteur est fluorescent, mais cette anomalie disparaît très vite. Monsieur Camus ne s'arrête pas, continue sa route à 50-60 km/h jusqu'à Condamine, complètement désorienté et ne reprend ses esprits que dans ce village et poursuit jusqu'à son domicile à Savigny. En 1972, M. René Paco, journaliste, était venu interviewer le témoin de la RR3 des Trénal, photo publiée dans le livre de René Paco. Ils ont rencontré des extraterrestres. Après, je vous lis les remarques. J'essaie de retrouver les liens, j'espère qu'il y en a. Voilà, les géants à crinière de Lyon. Ok. Alors, M. Gilbert Camus, à côté de sa voiture, dont la peinture s'écailla après avoir été au contact des lumières de l'engin. M. Gilbert Camus de Savigny, en revenant... vit un cigare à hublot posé au bord de la route de Trénal. Des géants à face de Lyon se trouvaient à proximité. Face, ouais. En Revermont, je suis trompé. Les gens, voilà. Bon, après, on n'a pas non plus les photos, mais enfin, on imagine, mais comme par hasard, après, il est décédé. Remarque, petit 1, une fois rentré chez lui, le témoin fut surpris, en se déshabillant, de voir que sa chemise porterait d'étranges traces en forme de rectangle, au nombre de 7 à 8, répartis sur le côté gauche. Ils mesurent 4 à 6 cm de long sur 2 à 3 cm de large. Ils sont d'un jaune d'or brillant, comme phosphorescent. Ils furent très fugaces, ne persistant que 5 à 8 minutes après qu'il eut ôté. 3 jours après, apparurent sur son maillot de corps des rectangles de même dimension, pas du tout disposés au même endroit. 3 jours après, hein, et de teinte brune ou chocolat. Le maillot fut lavé à la machine et les taches y demeuraient encore. Elles disparurent après 3 ou 4 lavages. Bon, encore ça va, hein, là c'est petit 1. Petit 2, au cours des jours qui suivirent, la peinture de la 404 Peugeot verte s'altéra au point que lors des lavages, elle laissa des traces vertes bien visibles sur les chiffons. Petit 3, le lendemain, en retournant sur les lieux de son observation avec son fils, M. Camus découvrit dans le pré une trace en forme de demi-ellipse de 2 à 3 cm de profondeur qui apparaissait en lisière du bois. Son grand axe mesurait 10 mètres environ. Elle coupait une rigole de drainage sur une longueur de près de 2 mètres. Le fils du témoin assura aux enquêteurs que l'eau lui avait donné une impression de chaleur malgré la température de moins 20 degrés. Aux alentours de la trace, la neige avait en partie fondu sur un espace d'environ 17 mètres. Des empreintes de pas furent relevées. Elles ressemblaient aux traces de chaussures sans talons de dimension inhabituelle, leur longueur atteignant 40 cm. Un arbre placé derrière la trace avait une grosse branche pendante. Dans l'attache au tronc dénoté qu'elle avait été arrachée de fraîche date. Dans l'espace occupé par l'ellipse, n'existait plus de fleurs jaunes qui recouvraient la surface du pré, des léotons, dont Crispus, les êtres observés par M. Camus, ça c'est les fleurs hein, qui s'appellent comme ça, hein. Les êtres observés par M. Camus et qui se trouvaient courbés sur le sol étaient-ils en train d'en cueillir? Souvent, c'est ce qu'ils font, c'est des cueillettes. Hein. Et c'est vrai, souvent dans les témoignages de RR3, tout ce que tu veux, c'est souvent des cueillettes. Ça rejoint le livre de Eric Zurcher, les apparitions mondiales du Manouïn. Hein. Donc c'est souvent des cueillettes. Enfin, à 80% c'est ça, hein, ça dépend. Souvent c'est des enlèvements ou,
encore pire, hein. Bon, ça dépend. Avant son observation, M. Camus souffrait atrocement de maux de tête consécutifs à une maladie de foie. Bon, peu après son étrange rencontre, il s'aperçoit que son foie ne laissait plus souffrir. Sa guérison se prolongea et il pensa faire un rapprochement avec ces deux faits. Ouais, mais malheureusement, sur la fin... Oui, parce qu'il y a un livre comme ça qui existe, Guérison extraterrestre, ça existe, et oui, ça doit gêner beaucoup de gens, hein, ça c'est sûr. Hein. Tous ceux qui vont à Lourdes et tout ça, quand on voit des livres où c'est marqué Guérison extraterrestre, bah ça existe, hein, oui. Et ça, faut le souligner aussi. Hein. Plus de 6 mois après ces événements, il n'avait toujours pas ressenti de douleur ni au foie ni à la tête. Alors qu'il en était arrivé à ne plus pouvoir rien manger, il dégusta maintenant tous les plats qui lui étaient présentés sans en être incommodé le moins du monde. Toutefois, sa santé générale s'est détériorée petit à petit et il est décédé le 22 février 1974. Alors, je peux oublier qu'au début, peu après son étrange rencontre, il s'aperçoit que son foie ne le faisait plus souffrir. Sa guérison se prolongea. Alors guérison entre guillemets, hein. Mais malheureusement, alors peut-être qu'il y a une sorte de guérison, c'est possible, mais malheureusement, ça l'a rattrapé. Et toute sa santé générale s'est détériorée. Petit à petit, il est décédé le 22 février 1974 et son histoire elle est de 1971. Donc vous voyez, 3 ans après, quoi, à peine. 5 mars 71, 22 février 74. Après 3 ans après, il est mort. Après, comme par hasard. Petit 5, récemment en octobre 2008. 2008, c'est beaucoup plus frais. Hein, à l'occasion des repas ufologiques de Lons-le-Saunier, Madame Claudine Camus, c'est-à-dire la fille de Gilbert Camus, est venue confirmer le témoignage de son père tout en apportant des éléments nouveaux. Le lendemain de l'observation, les enfants de monsieur Gilbert Camus auraient pris des photos des marques au sol sur la terre gelée, sur l'aire d'atterrissage. Il aurait également senti la tiédeur de la terre. Quant à son épouse, elle aurait affirmé n'avoir pas pu laver les rectangles fluorescents laissés sur le t-shirt porté la veille par son mari. Malheureusement, 3 jours après les faits, 2 hommes en cravate et bien habillés se seraient présentés au domicile pour récupérer les clichés. Tout de suite, on pense à Men in Black. Hein. Les preuves auraient donc étonnamment disparu. Continuons à perpétuer le mystère. Article paru dans le Progrès, l'édition du Jura du 6 octobre 2008. Après, on n'en sait pas plus, mais comme par hasard, il y a eu 2 hommes en cravate et bien habillés. Étaient-ils habillés en noir? On ne sait pas. Avec des lunettes noires, chapeau noir. Généralement, c'est pas des hommes, hein, c'est des êtres qui sont d'une autre dimension. Là. Oui, hein, qui ressemblent fortement aux hommes, mais c'est pas ça. Hein. C'est parce qu'ils ont quand même une allure bizarre, une démarche bizarre, et le visage est pas vraiment ça. Hein. Ça fait même plutôt peur. Hein. Bah oui, hein, c'est d'ailleurs, ils sont même pas du tout joyeux, je veux dire. Hein. C'est comme ça, enfin bref, vraiment très bizarre. Généralement, c'est ça. Men in Black, bon. Voilà, malheureusement, son histoire elle a mal fini. Alors, j'essaie de retrouver des articles sur ça parce que c'est très intéressant, j'espère. Des géants à crinière de lion. Faut pas oublier qu'il y avait 20 êtres, des autres êtres qui étaient autour. Hein. Il aperçoit dans le pré une vingtaine d'autres êtres qui paraissaient de la même espèce, sauf qu'il y en a qui ont les bras qui sont par terre. Hein. Un truc de dingue. Comme des animaux. C'est ce que je disais. Bigfoot, le loup-garou, tout ce que tu vois. Une façon animale, c'est autre chose, mais c'est bon. Voilà. Les animaux impossibles, tout ça, c'est associé à la cryptozoologie, mais c'est surtout associé à l'ufologie. Hein. Voilà, ça c'est comme ça. C'est un fait. Beaucoup plus. Je coupe là, merci, à bientôt, d'ici 2 ou 3 jours. En tout cas, c'était très intéressant, mais c'est malheureusement, ça a mal terminé quand même pour lui. Mais bon, c'est quand même une belle histoire, sur le coup. En 2008, sa fille qui vient, 2008, c'est-à-dire bien après, hein. Depuis 71 à 2008, imagine l'écart. C'est un truc de dingue. Des fois, il reste dans l'anonymat pendant 30-40 ans, ils ne disent rien, hein. Et puis des fois, ils le disent 30 ans après, 20 ans, hein. C'est comme ça, c'est tout. Ce en ce moment, on en voit de plus en plus. Donc, et ça va être de plus en plus des vaisseaux de lumière, des êtres interdimensionnels, ce que tu veux, bon bref, des êtres stellaires ou des êtres néfastes. Bon, surtout, en ce moment, c'est plus des êtres interstellaires pacifistes, on va dire, pardon. Donc ça va être de plus en plus. J'espère, parce que bon, là, on est quand même dans une situation en ce moment qui est assez compliquée. Hein. Il y a plein de trucs qui ne vont pas, bon, bref, je crois qu'on a compris. Mais ça se réveille de plus en plus. Bon. Je coupe là, merci, à bientôt, d'ici 2 ou 3 jours, portez-vous bien, à plus, excellent livre, je vous le dis tout de suite, c'est un excellent livre, c'est une bombe ce livre là, et que je rappelle encore une fois, je sais je suis un petit peu chiant, mais bon, avec ses 360 cas de rencontres du 3e type, 331 en France et 29 en Belgique, répertorié et passé au crible, cet ouvrage se présente comme le seul document historique sur les UFO-notes paru en France à ce jour. Le seul document historique. Hein, je ne vais pas le répéter. Bon, voilà. Magnifique livre. J'avais déjà montré à toi, mais bon. Julien Gonzalez, évidemment. Bah, de toute façon, je l'avais montré la dernière fois. De toute façon, voilà. T'es sur pause.
Oui, c'est des livres qui sont pas donnés aussi. Hein. Il y en a, ils vont dire, ah ouais, 23 euros. Bah ouais, mais bon, écoutez. Après, ça dépend des livres, hein, mais franchement, c'est vachement intéressant. En plus, c'est le seul document en plus. Donc, moi, je dis pourquoi le prix, non, c'est tout à fait ça. Après, il y en a qui vont trouver ça trop cher. Après, pour trouver d'occasion, c'est possible, mais je sais pas s'il y a encore sur Amazon. Mais bon, en tout cas, c'est très très intéressant. Et je vais revenir sur ce livre-là. Il y a encore beaucoup d'histoires à faire. Et je vais dire peut-être 10 histoires. J'ai pas fini. Je vais en faire peut-être 10, peut-être 15, je sais pas, je vais voir. A plus, à bientôt. Merci.